On va passer donc à la dernière thématique de la soirée. Quelle heure il est d'ailleurs? 20h50, ça va. Donc on passe à la dernière thématique de la soirée où je voulais qu'on parle Europe. Donc Europe tout d'abord pour parler de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne qui a été signé, il y a quelques jours. On va revenir un petit peu dessus sur les enjeux, etc. Et on va aussi faire un petit point sur Corbyn qui a lancé un nouveau mouvement, de gauche en Angleterre et qui est plutôt bien parti. Donc on va voir ce que ça dit. Voilà. Alors, donc sur l'accord, donc c'était un accord qui était censé, en tout cas, il était vendu comme ça, apaiser les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne, mais qui ressemble, quand on y regarde de plus près, à une sorte de reddition diplomatique de la part de l'Union européenne. Le journal The Economist, parmi d'autres, utilise le mot d'humiliation. Et c'est un mot qui revient beaucoup dans les vidéos qui traitent du sujet, dans la presse, etc. Donc d'humiliation, donc pour l'Union européenne qui a accepté un accord qui n'est d'apparence en tout cas, qui n'est pas à son avantage. Et on va voir en quoi. C'est peut-être un petit peu nuancé, mais en tout cas d'emblée, c'est l'image que ça renvoie. Parmi le contenu de cet accord, on a la hausse unilatérale des droits de douane sur les produits européens, la promesse d'investissement massif de la part de l'Union européenne aux États-Unis, la levée sélective de certaines barrières commerciales. Et parmi les hausses des douanes, donc ce qui a choqué, c'est que l'Europe a accepté une taxe de 15% sur les exportations, donc les exportations européennes vers les États-Unis. Il y aura une taxe désormais à la hauteur de 15%. Alors certains disent que c'est moins pire que ce que Trump avait menacé, puisque Trump avait menacé 30%. Vous vous souvenez quand c'était un petit peu tendu il y a quelques mois, quelques semaines. Bon, là, du coup, ils se sont arrêtés sur un accord à 15%. Bon, on n'est pas des économistes, mais il y a quand même des lignes politiques et des lignes géopolitiques qui semblent en train de se dessiner actuellement. Est-ce que l'Europe a plié devant les États-Unis selon vous? Absolument. Ouais. Enfin, peut-être commencer, mais en fait, là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que de l'autre côté, les États-Unis ne payent pas de taxes douanières en Europe quand ils exportent des produits vers l'Europe. Donc en fait, littéralement, les États-Unis ponctionnent 15% de la valeur produite en Europe, du travail produit en Europe, quand il y a des produits qui sont exportés vers les États-Unis. Donc là, on est vraiment typique dans un cas d'école de c'est quoi l'impérialisme. Donc chez vous, c'est... Alors l'Europe n'a pas, excuse-moi, l'Europe n'a pas appliqué donc de taxes. Il n'y a pas de rétorsion. Il n'y a pas de réciproque. Il n'y a pas de réciprocité dans l'accord. Donc c'est uniquement les États-Unis. Uniquement les États-Unis. Donc vraiment, ça c'est un cas. Et justement, on va en parler tout à l'heure. Je te laisse juste sur ça, sur la réciprocité. Justement, des gens disent pourquoi l'Europe ne fait pas comme la Chine, parce que la Chine, justement, ils se sont engagés dans un bras de fer en disant vous mettez des taxes, nous aussi on met des taxes. Donc à même hauteur, etc. Et maintenant, ils sont dans une sorte de trêve commerciale. Vas-y. Alors, je vais te répondre à la question aussi, oui. Mais en gros, déjà, ça, ce cas typique de concrètement, c'est quoi l'impérialisme? Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment une mise à l'amende, là, voilà, directement. Vraiment un échange inégal. Pourquoi l'Europe fait pas ça? C'est qu'en gros, il y a deux raisons principales. C'est que, on va dire, l'Europe exporte surtout vers les États-Unis. Donc déjà, c'est son premier débouché commercial. Donc ça pose des questions. Alors qu'elle est endettée à peu près vis-à-vis de tout le reste du monde. Et secondement, en fait, c'est que les entreprises européennes dépendent d'énormément de capitaux américains depuis les années 80. Pour vous donner un titre... Alors, je ne sais pas si la balance est excédentaire de l'Union européenne. L'Europe exporte plus vers les États-Unis que les États-Unis exportent vers l'Europe. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que globalement, les entreprises européennes dépendent beaucoup de capitaux américains. Voilà, les Américains, il y a beaucoup d'investissements américains en Europe. Je crois que c'est 60% des investissements à l'étranger sont américains, oui. Et sont dirigés vers l'Europe. Qui sont américains sont dirigés vers l'Europe. Donc en fait, les entreprises européennes sont déjà très américanisées, donc elles ont un intérêt, et surtout les principales entreprises qui exportent vers les États-Unis, on va dire les champions européens, comme LVMH, le high-tech, les fabricants de puces, etc., eux ne peuvent pas se priver du marché américain, parce que c'est là où il y a les big pharma. Il faut comprendre aussi la nouvelle structure. Il y a Yacine qui a la caméra qui hoche la tête, mais c'est qu'il est d'accord, il est économiste aussi, on va dire. L'autre truc aussi, c'est que en gros, les États-Unis, le capitalisme américain aujourd'hui, il est structuré autour de la question des big companies, notamment Apple, etc., la tech, quoi, la grosse tech. Et ça, c'est quelque chose qui est assez structurant aujourd'hui dans le capitalisme américain et qui fait que Trump a besoin, en fait, ils ont un peur de définancement de ces compagnies-là.
Ils en ont besoin pour leur guerre commerciale face à la Chine. Et du coup, ils doivent à la fois réindustrialiser le pays, mais du coup, faut protéger l'économie, donc on fait du protectionnisme, c'est ce qu'on fait Trump, et sécuriser les exportations, donc on fait du libre marché à l'extérieur, donc avec l'Europe. Donc Trump a fait plier le Japon, là, il y a quelques jours, avant l'Europe. Et là, maintenant, aujourd'hui, il a déclaré... Tu veux dire avec des taxes aussi Oui, pareil. Alors, j'ai pas le chiffre précis. Juste par rapport à tout à l'heure, donc je pense que la réduction à 0 sur les droits de douane européens, c'est pas sur tout, mais sur les voitures et autres produits industriels américains. Et ainsi, il y a l'accord à un meilleur accès au marché européen et à certains produits agricoles et halieutiques. Donc, en fait, c'est sur certains secteurs. Mais tu veux dire les taxes, c'est sur les taxes. Il y a aussi un autre truc. C'est pas réduit à 0 sur tout, c'est sur certains secteurs. C'est que l'Europe doit investir aux États-Unis 600 milliards, quelque chose. Ah oui, c'est ça. 600 milliards et qu'il n'y a pas d'investissement réciproque. Ça, c'est vrai. Donc déjà, ça, c'est des questions donc ça veut dire que c'est un investissement contraint. Et deuxième chose encore, enfin, il y a plein de choses à dire. Deuxième chose, l'Europe doit s'approvisionner en énergie aux États-Unis pour une hauteur similaire de 600 milliards d'euros, alors que historiquement, elle s'approvisionnait plutôt en Russie. Donc on voit aussi les conséquences de c'est quoi la guerre en Ukraine. Donc en gros, ils disent que ce qui arrange l'Europe, c'est qu'ils vont plus dépendre de la Russie et ils n'ont plus à s'engager dans la guerre avec la Russie. Voilà, non mais ils vont continuer la guerre. Non mais c'est comme ça qu'ils le défendent, ils disent. Oui, mais ils vont pouvoir s'engager davantage du coup avec la confrontation en Russie, en dépendant davantage plus aux États-Unis. Donc là, il y a vraiment, c'est même plus de la vassilisation là, c'est. Et si on ajoute à cela au plan militaire aussi. Alors, au plan militaire aussi, c'est intéressant, ça, n'est-ce pas? Oui. Au plan militaire, je me perds sur mes notes. Mais en fait, sur le plan militaire, alors en fait, justement, Trump aurait dit que la contrepartie, c'est que l'Union européenne va devoir acheter des armes américaines, sauf que l'Union européenne nie un peu ce côté-là. Donc il faudrait vérifier dans l'accord si c'est vraiment dans l'accord. Mais il y a une chanson un peu tacite qui résonne en ce moment de dire oui, c'est pour que l'Union européenne achète des armes américaines. Quoi qui est fait pour que l'Union européenne achète des armes américaines? Dans cet accord-là. Alors, Ah oui, le but est aussi que l'Union... Oui, alors non seulement que l'Union européenne achète des armes, pour soi-disant assurer sa propre protection. C'est-à-dire que voilà, Trump se désengage et considère maintenant que c'est à l'Europe de financer la guerre en Ukraine, en fait. C'est cela. C'est comme les histoires du PIB, de dire que l'Union européenne doit mettre tant de % de son PIB dans... Mais c'est faux que... C'est sur injonction de Trump. C'est faux que les États-Unis se désengagent de l'Union européenne d'un point de vue militaire. Non. Parce que, en fait, en achetant des armes... de la guerre en Ukraine. En achetant des armes américaines, bien sûr. On dépend de la technologie américaine. Bien sûr. À partir de là, c'est un renforcement de la présidence américaine en Europe, avec des logiques de militarisation de l'Europe. Bien sûr. Enfin, c'est une vassalisation. Là, c'est vraiment... Enfin, pour tous ceux qui connaissent à peu près l'histoire de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest, c'est le cas typique des marchands d'armes qui arrivent, qui vendent des armes, qui endettent des pays, puis après, ça fout le bordel. Et après, une fois que toutes les sociétés sont déstructurées à cause de guerres civiles, on ramasse le butin, quoi. Donc vraiment, c'est logique. Oui. Alors c'est vraiment l'impérialisme qui s'y réorganise. Alors l'impérialisme, comme on le dit d'habitude, l'impérialisme se décline avec un impérialisme dominant, sous-impérialisme, impérialisme moyen, etc. Et actuellement, on voit bien qu'il y a une réaction de l'impérialisme dominant, parce que, n'en déplaise à certains, les impérialistes, comme certains aiment bien le dire, ça n'existe pas, c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme, eh bien, dominant, les États-Unis, c'est un peu comme la division internationale du travail, eh bien, il assigne à chaque pays sous impérialisme, un rôle particulier. Mais la locomotive, c'est bien lui. La locomotive du train impérialiste, parce que c'est toujours cette image qu'on reprend, celle du train impérialiste, eh bien, la locomotive, c'est bien les États-Unis. Donc ça ne sert à rien, ceux qui nous écoutent, à dire il y a les impérialismes, alors l'impérialisme américain, l'impérialisme russe, l'impérialisme iranien, l'impérialisme chinois, tout ça au même niveau. Non. Et de très loin, c'est l'impérialisme dominant qui est la tête de l'impérialisme. Et si on ne comprend pas cela, si on ne comprend pas que l'ennemi principal, c'est d'abord lui, et c'est lui qui dicte la chanson, c'est lui qui fait la musique, c'est lui qui dirige en réalité le génocide à Gaza, ne l'oublions pas, ce génocide s'arrêterait immédiatement si l'impérialisme américain le décidait. Mais je dis bien immédiatement. Mais j'ai une question, mais est-ce que l'Europe est devenue si faible à ce point-là? Parce qu'il y a certains commentateurs qui sont surpris de voir que l'Europe n'a pas quand même... ne s'est pas plus défendue que ça. Pourquoi ils ne se défendent pas plus que ça? Ils sont quand même un peu puissants quand même, c'est l'Union européenne. Mais pas du tout. La Seconde Guerre mondiale a installé la suprématie américaine avec le plan Marshall. Et on a l'impression que, comme aujourd'hui, l'impérialisme dominant a laissé
laisser l'Europe un petit peu s'amuser pendant quelques décennies, et puis qu'ensuite, il reprend, il reprend les rênes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'impérialisme, et c'est ça qui est absolument ignoble, comment le nazisme a été vaincu grâce à l'URSS. N'oublions jamais de le dire, c'est d'abord grâce à l'URSS qu'il a été vaincu. Et ensuite, ce sont les États-Unis qui, d'une certaine façon, ont récolté la mise. Ce sont eux qui ont imposé le nouvel ordre après la Seconde Guerre mondiale. On parlait déjà de nouvel ordre. Et c'est eux qui maintenant, resserrent la bride. Alors la bride, elle avait été un petit peu, on l'avait un petit peu relâché la bride. Et maintenant, on la reprend. Mais on est toujours dans ce cas de figure de la domination impérialiste. L'Amérique aujourd'hui précisément. Donc c'est pas la peine de prétendre que non. Cette domination impérialiste, c'est elle qui impose tout l'ordre, y compris l'ordre intérieur dans les pays impérialistes. Il faut comprendre que même la situation actuellement en France, à l'intérieur, elle est aussi dépendante de cet impérialisme. Et que plus cet impérialisme sera mis sur la brèche, sera contesté, sera affaibli, et plus cela ira beaucoup mieux à l'intérieur même des pays. Ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre le lien et confondent impérialisme avec simplement domination. Non, c'est un système mondial. Et il y a aussi un autre truc aussi, c'est que en fait cette question-là est aussi beaucoup liée à la question de la politique interne des États-Unis, où Trump ne veut pas faire de socialisme, et donc la façon de répondre à du socialisme. Il ne veut pas faire du tout. Ça fait rire parce qu'on est tellement loin de. Voilà, pour lui, socialiste, c'est quoi? Là, il y a un truc intéressant, c'est Cédric Durand qui en parlait récemment. Cédric Durand, qui est un économiste, mais qui parlait de la question des big tech, des grosses compagnies de la tech aux États-Unis, comme quoi actuellement il y avait une sorte de panique parce qu'il y avait des CEO ou des directeurs, n'importe quoi, qui étaient à deux doigts de se faire agresser par leurs employés, et du coup qui avaient une peur panique du rouge. Du socialisme, pour eux, le socialisme était très présent. Dès qu'il y a un syndicat, c'est déjà du socialisme. Oui, voilà, mais pour eux, et vraiment, ils sentent une peur panique dans le sens où ils se sentent contestés. Mais c'est vrai, parce qu'il y a la contestation aux États-Unis, on va en parler tout à l'heure. Mais le truc, c'est que eux doivent répondre à comment on casse cette contestation. Faut quand même donner quelque chose. On va dire aux prolos américains, quoi. Et par contre, on va pas aller chercher l'argent chez les plus gros capitalistes, on va aller chercher en dessous. On va aller chercher en Europe, on va le chercher en Amérique latine, on va le chercher au Japon, on va le chercher partout où il y a de la valeur, on va l'extraire pour répondre à cette crise interne. Et en fait, Trump, il essaye de répondre à cette crise interne. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là où Trump va essayer d'aller chercher de l'argent à l'extérieur pour le petit peuple, on va dire, là, la question qui me frappe avec l'Union européenne, c'est quand même à quel point l'Union européenne joue contre les peuples européens. Et à un point même, mais ça c'est le problème démocratique de l'Union européenne, c'est que même les dirigeants européens n'ont pas l'air d'avoir leur mot à dire. Je pense notamment à Bayrou. Bon, Mélenchon, c'est pas un dirigeant européen, mais quand même des figures comme Bayrou, chef du gouvernement, il a démonté l'accord directement en disant que... Il a quoi, tu dis ? Il a démonté l'accord. Comment ça, il a démonté ? Il l'a démonté, il n'est pas d'accord du tout avec cet accord-là. Oui, mais il le respecte quand même. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire qu'on a l'impression que c'est vraiment... Il y a l'Union européenne qui est là, les peuples qui sont là et qui n'ont pas du tout leur mot à dire entre leurs représentants, leurs députés, les présidents. Ils n'ont pas leur mot à dire par rapport à ce qui se passe. La France subit à un petit niveau ce qu'elle a appliqué à l'Afrique. C'est le type de relation. Voilà ce que ça fait lorsqu'on est dominé par un beaucoup plus fort que soi. Et c'est rien, ça par rapport à ce que la France a subi par rapport à ce que l'Afrique a subi de la part du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme français. C'est ça qu'il faut savoir. Ça va peut-être donner une idée aux Français de ce que l'Afrique a subi par la France. C'est ce rapport de domination des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne et la France en particulier. Alors ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'effondrement de tout le rêve européen d'émergence d'une Union européenne qui serait garante du droit, qui serait indépendante, qui dirait le droit par rapport... non, voilà, c'est n'importe quoi. L'Union européenne est ramenée à ce qu'elle est, un sous-impérialisme, d'accord ? Un sous-fifre de l'impérialisme dominant, l'impérialisme américain. Et voilà où on en est. Et maintenant, la question, c'est quelle réaction ? Tout simplement, quelle réaction ? Mais cette réaction, le peuple français doit savoir que ça ne peut être qu'une réaction contre l'impérialisme, mais aussi pour remettre en cause un ordre
un ordre mondial, et donc on ne peut pas remettre en cause un ordre mondial, en laissant prospérer ce qui fait cet ordre, parce que tout ce qui est racisme, tout ce qui est domination, tout ça fait partie de cet ordre mondial. Donc on ne peut pas continuer à l'appliquer en France, parce que je veux dire, ça se retourne, c'est l'affaire du boomerang. C'est l'affaire du boomerang. Voilà, il faut aujourd'hui résolument être du côté des forces de changement, de la gauche de rupture, dans ce pays, et savoir que tout ce qui est racisme, tout ce qui est repli sur soi, tout ce qui est acceptation de la domination, eh bien, ça se retourne toujours, hein, et cela est une façon de concrétiser les paroles de Senghor. Hein. Je crois que c'était de Senghor qui disait qu'effectivement, lorsqu'on accepte toute cette domination, on est appelé à la vivre aussi. Ouais. Hein. J'ai retrouvé le tweet de Bayrou. Il a dit, je cite, « Accord, von der Leyen-Trump, c'est un jour sombre que celui où une alliance des peuples libres rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts se résout à la soumission. » Donc je pense que nos intérêts ne sont pas vraiment des peuples, mais il voit que lui-même, il n'a pas de pouvoir, en fait. Il dit l'Europe s'incline devant les États-Unis. Et l'Europe pourrait faire autrement, justement. En tant que grand aristocrate français, quoi. C'est lui qui le dit, c'est pas le petit peuple. Mais voilà. Il y a une américanophilie qui est entretenue par les États-Unis en Europe depuis des années, alors avec les programmes comme Young Leaders, etc. Comme quoi, pardon ? Young Leaders. Young Leaders. Qui est un programme en fait, d'influence sur les jeunes dirigeants émergents européens, dont Sarkozy est passé, je crois. Macron est peut-être passé par là aussi. Enfin, et je ne veux pas balancer, mais je connais certaines personnes qui se disent d'extrême gauche, mais je n'irai pas plus loin. Non, on va pas dire, mais chercher un petit peu, qui aujourd'hui, sont dans cette lignée de young leaders américains, d'accord ? Voilà, cherchons et vous trouverez. Mais voilà, et alors c'est plus qu'une américanophilie. Oui, mais du coup, en fait, tout ça, c'est des programmes d'influence culturelle, c'est ce qu'on appelle le soft power, mais d'une manière générale, donc von der Leyen, déjà, elle a un mandat de négociation des traités. Alors, c'est pas très clair parce que là, ça atteint quand même à la souveraineté, la taxe douanière, mais c'est éventuellement contestable. Donc, il y a un aspect. Les investissements aussi, c'est voilà. que ça puisse se faire, parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'investir. Viens me parler. Yacine a dit les investissements aussi, puisqu'elle n'a pas le pouvoir d'investir. Voilà, donc toutes ces questions-là, donc ça veut dire devraient contraindre des entreprises à investir, des capitaux à investir. Mais il y a un autre truc, c'est que il y a un bon article de Mediapart qui traite de la question, ce qui est celui-là de Romaric Gaudin. Mais sauf qu'à la fin, sa proposition, c'est de dire non, mais il faut plus d'Europe. Mais sauf que, comme disait Youssef... donc c'est pas un bon article. Donc c'est pas un bon article. C'est la conclusion de l'article. Nous, on n'est pas d'accord. Enfin, c'est quoi c'est quoi la conclusion de l'article ? Il faut plus d'Europe. Ouais, mais qu'est-ce qu'il entend par plus d'Europe ? Non, mais ça veut dire qu'il faut une Europe plus forte, etc., qui soit plus cohérente, etc. Mais en fait, c'est en mode... Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une Europe qui continue à exploiter l'Afrique. C'est ça. Il ne peut pas y avoir d'autre issue que la rupture avec l'impérialisme. Donc voilà, c'est bien ça qu'en fait, là, du coup, on risque de vous proposer aussi, genre, dans les jours à venir, les médias, en tout cas, et les politiques risquent de proposer encore plus d'Europe. Donc, alors on voit bien que déjà ça fonctionne pas. Plus d'Europe impérialiste. Et surtout plus d'Europe impérialiste vers l'Afrique, quoi. Donc bon, nous le projet c'est le Frexit décolonial, en tout cas, ou un Frexit. Oui, les gens ils rigolent quand on dit ça. Tu vois c'est la démonstration. C'est exactement la démonstration. Vous voulez de l'Europe ? Voilà l'Europe. Allez. C'est ça ? Allez, mangez. Allez donner la baguette à Trump. Et puis, alors... Lors des universités d'été, on a eu une super table, excuse-moi Youssef, on a eu une super table sur justement la thématique de l'Europe. On a eu, une table sur l'Europe et une table sur l'impérialisme par ailleurs, mais qui rentre aussi en lien avec ça. Alors, sortir de l'Europe et sortir de l'OTAN aussi. Quelqu'un le dit, il a parfaitement raison. Bah oui. Pas forcément, il peut y avoir des gens qui sont dans l'OTAN et qui ne sont pas forcément dans l'Europe, et lycée de Versailles, comme on dit. Oui, mais l'Europe roule avec l'OTAN aujourd'hui. Elle roule totalement avec l'OTAN. Mais ça veut dire que l'espèce de défense collective, les défenses collectives, ça veue dire on a les ennemis qu'on mérite. De toute façon, hein, je veux dire, si l'Europe n'était pas agressive elle-même et si l'Europe avait propagé la paix, je pense que l'Europe n'aurait pas besoin de se défendre et n'aurait pas besoin. Vous vous rendez compte les énormes économies que cela ferait ? Et aujourd'hui, on parle de ce plan de financement de réarmement de l'armée qui va même prendre sur les dépenses sociales. Et dans le même temps, en France... les Français acceptent cela. Mais dans le même temps, on est dans des coupes budgétaires qui sont hyper agressives et qui vont se renforcer avec le vote du budget en 2026.
mais à tout niveau Mais et dans bien sûr. plein de domaines, et en priorité dans les domaines du social, en fait. Bien dans, sûr. dans la santé, comme si c'était pas assez grave. Moi, je connais bien le logement, mais dans le logement, c'est pareil, c'est une catastrophe. Dans l'école, enfin, en fait, c'est le social, c'est les plus pauvres qui vont morfler en fait de tout ça. Et où nous, on met notre argent où? Dans l'armée, parce que les États-Unis nous ont dit de mettre l'argent dans l'armée. Voilà, dans les investissements américains, dans les taxes douanières américaines. Oh là, je vais devenir une espèce de protectionniste, moi. Non, mais non, mais vous voyez comment... Non, mais c'est pour dire, quoi. Enfin, bref. Mais bien sûr, non, Oui. mais bien sûr, ça la question est de dans quel type de société on veut vivre, dans quel type de pays on veut vivre, et il ne peut pas y avoir voilà la sortie de l'Europe. C'est aussi la mise en place d'un nouveau système en France, je veux dire d'une nouvelle réflexion sur quelle est la place de la France dans le monde, quelle est la place de l'Europe dans le monde, et l'Europe, à mon avis, alors j'ai pas envie de dire comme certains disent, oui, encore une fois, c'est le retour de boomerang, mais voilà, c'est un fait, cette violence que l'Europe a contribué à diffuser dans le monde. Voilà, exactement, cette violence fondatrice même, fondatrice de l'Europe et fondatrice de ces États européens, de ces États-nations, cette violence revient. Il y a un truc aussi incroyable, c'est qu'en fait, en refusant de faire la paix avec la Russie pendant un long moment, etc., notamment par la défense d'un imaginaire de la civilisation blanche contre les méchants slaves russes, et en maintenant cette politique coûte que coûte, en fait, l'Europe s'est piégée elle-même. Oui, elle s'est piégée. C'est piégé elle-même par son propre racisme. Donc on voit aussi les contradictions de l'impérialisme qui s'expriment ici. Donc elle s'est fait manger par un plus gros. C'est ça. C'est ça. Eh bien, chers amis, un dernier point peut-être un peu enthousiaste sur le retour de Jeremy Corbyn. Donc Jeremy Corbyn, qui est l'ancien chef de file du parti travailliste en Angleterre, on dit, oui, en Angleterre, le Labour Party. Il avait été suspendu du parti en 2020 pour une enquête qui lui reprochait son antisémitisme à laquelle il n'avait pas adhéré, qui avait été faite au sein du parti. Vous vous rappelez, il y avait une grosse polémique et nous, en tout cas, de notre point de vue, on a beaucoup comparé les attaques injustes d'antisémitisme à l'égard de Jeremy Corbyn à celles qui sont faites en France à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc c'est un petit peu le même profil. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'entendent très bien et qu'ils se reconnaissent et qu'ils ont à peu près la même ligne, en tout cas la rupture de l'ordre néolibéral, le soutien à la Palestine, etc. Et bon, sauf que Jeremy Corbyn, du coup, il avait un petit peu, il avait quitté son parti, du coup, le parti travailliste, et là, il revient avec un nouveau parti un nouveau mouvement, pardon. Donc là encore, on va le lire avec la France insoumise. Il lance aussi un mouvement et pas un parti, avec une autre Sarah, j'ai oublié son nom, avec une autre femme politique qui elle représente l'aile gauche du parti travailliste. Donc il a lancé ce nouveau parti et ça se porte plutôt bien. Ils ont eu 400 000 signatures donc dans une liste de diffusion. Et voilà, et nous on est plutôt contents, on est très contents. C'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, pour l'Europe encore une fois. Pas que pour l'Europe, oui, alors, entre autres, mais c'est une très bonne nouvelle d'abord pour le Royaume-Uni. C'est une très bonne nouvelle pour nos camarades d'outre-Manche. C'est une très bonne nouvelle aussi pour la France insoumise aussi, je pense, parce que le couple France insoumise et ce nouveau mouvement peut effectivement faire basculer. Il y a aussi d'autres bonnes volontés qui existent en Europe, du côté de l'Espagne, du côté irlandais, du côté de la Scandinavie. Et je crois que ça peut inverser cette espèce de vent mauvais, de tempête mauvaise. C'est même pas simplement un vent qui est en train de souffler sur l'Europe, pour le coup, et laquelle, évidemment, nous sommes, en tout cas pour laquelle nous sommes extrêmement inquiets. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Donc il faut suivre cela, parce que Jeremy Corbyn est quelqu'un de tout à fait positif au plan politique. Et ça a été un procès qui lui a été fait, un faux procès, qui est absolument infect. Et si ça vous intéresse, il y a un super chapitre dans le livre Lutter contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations. Il y a spécifiquement un chapitre qui décrypte cette affaire-là de Jeremy Corbyn et les accusations d'antisémitisme. C'est très intéressant. Et alors, il y a aussi une autre bonne nouvelle au plan politique. C'est aux États-Unis, c'est au niveau de New York.
Attends, n'est-ce peut-être- pas? Oui, mais peut-être on continue à parler sur Corbyn. Moi, j'ai des. Oui, vas-y, Corbyn, vas-y, ouais, je t'en prie. Oui. Mais déjà, en fait, je crois que Corbyn, là, son mouvement a même pas encore de nom pour l'instant. Mais Si, Ah, c'est c'est bon, c'est c'est Your bon. Party. Your Party. Your Party. Voilà, donc c'est peut-être temporaire. Mais ils sont déjà crédités de plus de 30% des intentions de vote chez les 18-24. Donc Voilà. là, on est quand même Tu vois. sur une dynamique, ça fait peur au Parti travailliste et je pense aussi que ça fait peur aux conservateurs. Il y a un autre truc aussi, ce qui est intéressant, c'est que vu que on va dire, le capitalisme est dans un mouvement de fascisation, on va dire, là les choses sont en train de se clarifier concrètement, on est en pleine clarification et du coup, toutes les demi-positions auxquelles on était habitué avec la social-démocratie, les libéraux, conservateurs, etc., sont plus du tout tenables. Et ce qui devait se passer, c'est qu'en Angleterre, en fait, il manquait justement un parti de rupture, parce que les gens n'allaient pas se laisser faire non plus. Et du coup, en fait, là, ce qui arrive, c'est que Corbyn arrive avec une proposition de rupture, ce qui était la sienne. Les gens le savent et en fait, ils attendaient ça. Donc en fait, là, ça montre qu'il y avait une attente dans les sociétés et donc que globalement, je ne pense pas que ça soit spécifique à la France ni à l'Angleterre, mais je pense que c'est généralisé en tout cas en Europe de l'Ouest. Je ne sais pas pour l'Europe de l'Est, etc. C'est d'autres dynamiques. Je suis pas, voilà, je pense qu'il y a une histoire un peu plus compliquée actuellement. Mais en tout cas, là, il faut mettre en parallèle avec la montée, on va dire, Et dans le parmi bloc les jeunes, et occidental. parmi les jeunes surtout. Parmi les jeunes, dans le bloc occidental, vraiment parler au bloc occidental, et notamment aux États-Unis, avec les élections à New York. Alors, tu peux nous en dire un mot peut-être? Ouais. Alors, j'ai oublié son nom parce que je suis très très mauvais avec les noms. Mais- T'as vu, moi aussi. Et celle de tout à l'heure, elle s'appelait Zara Sultana. Alors, j'ai retrouvé, c'est Mamdani à New York, du coup, qui est le candidat socialiste, est crédité aujourd'hui chez les électeurs de confession juive de New York de 37% des intentions de vote. Oui. Ok. Donc, c'est pas indicatif de l'ensemble de l'électorat, mais ça veut dire que, on va dire, même dans un électorat à New York, alors j'ai peur de parler sur quelque chose que je sais pas trop, mais de ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'est plutôt des libéraux quand même les juifs à New York, mais ils sont pas prêts à voter socialiste. Et donc, d'une manière générale, là, on a un électorat qui est plutôt libéral d'habitude, et là qui se met à voter socialiste. Donc, c'est quand même assez intéressant. Oui, Et surtout, Tout qui vote à fait. quelqu'un qui est Tout à fait. pro-palestinien. tout à fait, tout à fait. Ouvertement pro-palestinien, donc c'est 37%. Donc là, ça veut dire que c'est quand même une victoire de l'antisionisme. Bah oui. Alors, même pas forcément de l'antisionisme, n'allons pas peut-être pas aussi loin. Ah, déjà. Mais c'est en tout cas, c'est une victoire face aux génocidaires, hein, ne serait-ce que cela, je veux dire, ne serait-ce que cela, c'est une victoire face aux génocidaires. Et d'ailleurs, dans le cas, puisque je reviens sur le Royaume-Uni, Oui. hein, mais au Royaume-Uni aussi, le Parti travailliste s'est conduit de façon absolument incroyable, détestable, je veux dire, dans toute cette affaire-là. Hein. Et le gouvernement britannique, s'est conduit de façon totalement détestable dans l'affaire de Palestine. Hein. Donc, et c'est aussi ça, à mon avis. Je crois que la Palestine joue un grand rôle aussi dans... Peut-être, non? Bah, je pense que ça symbolise à peu près. Ça cristallise Ça toute cristallise toutes les problématiques actuelles. Quoi. C'est là, on voit, c'est le désir de justice et l'injustice flagrante qui est faite. et de libération aussi. C'est la volonté Oui. de se libérer. Et je pense que le peuple palestinien, tout le monde s'y reconnaît quelque part. Et si on s'y reconnaît pas là-dedans, moi, je pose la question aux gens. Dans Où quoi est vous votre humanité? Oui, dans quoi vous vous reconnaissez? Ouais, bah, c'est une bonne question. Franchement, c'est une très bonne Si vous ne question. reconnaissez pas dans la volonté d'un peuple de se libérer, et bon, là, du coup, là, je vais digresser un peu, mais il faut parler de ce qui se passe aussi. C'est en Indonésie. Tu veux que je te laisse ma place, Mehdi? Mehdi, non, mais Non, viens, sérieux? viens à côté de moi sinon, Mehdi. Mais Non, il bon, veut pas. En fait, je me suis pas assez Renseigné. non, mais c'est juste, non, mais c'est intéressant parce que là, il y a le 10 février qui arrive en France. Bon, on ne sait pas si ça va faire date ou pas, en tout cas, on l'espère. Et le 16 novembre, évidemment. Mais en Indonésie, il y a un grand mouvement de protestation contre le gouvernement. Et les protestateurs utilisent le drapeau de pirate de One Piece, qui est un manga qui est connu à travers le monde. Et qui est un manga, en fait, qui parle de libération des peuples, d'une manière générale. Bah oui. Et donc là, il y a quelque chose qui se transmet. Et pareil, on en parlait vendredi pendant le live. La Southern Madeleine for Gaza, eux, ont prévu, en gros, pas mal de références à One Piece. Même le Handala faisait référence à One Piece. Donc, à l'échelle internationale, il y a des choses. Donc, la Bah, Palestine. c'est la piraterie, One Piece. C'est la C'est la piraterie. piraterie. C'est la volonté de se libérer. C'est un manga, c'est ça? Oui. C'est- C'est un One manga. Piece, c'est un manga, mais C'est c'est un aussi manga un qui parle animé. de pirates. C'est aussi un animé. D'accord. Qui parle de piraterie. C'est un des plus connus au monde. Oui, oui. Oui, oui, oui. Même, bon, on en fera une émission un jour, Inch'Allah. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, il y a, par exemple, les Yéménites, au début, quand ils ont commencé à faire le blocus,
avait fait des refs à One Piece. Donc en fait, il y a... Ah bon ? Oui. Donc en fait, il y a quelque chose à travers le monde qui s'exprime par une volonté de libération des peuples, que ce soit le drapeau palestinien ou que ce soit le manga One Piece, en tout cas, ça parle aux gens. Bah oui. Voilà. Bah, ils s'approprient les symboles de leur époque, hein, tout simplement. Les symboles qui sont forts et qui peuvent venir de la culture populaire. Donc ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est trop bien. Bien sûr. Ouais. Très bien, chers messieurs. Eh bien, Un dernier écoutez, un dernier mot. Merci à la Palestine de sauver le monde. Un grand merci. Merci à One Piece de sauver le monde. Un grand merci, un grand merci. Et merci à nos spectateurs, nos viewers, je sais pas comment on dit. Oui, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. J'espère que ça Merci. vous a plu. Franchement, Merci, Mariam. on a été intense. Merci, Merci Tenu. beaucoup. Merci, Mariam. Merci. Merci Cham. à la technique, merci Merci Mehdi, Merci à Yacine. Mehdi, merci à Yacine. Merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. Et quoi d'autre Ben, on se retrouve la semaine prochaine s'il y a du monde à PDH pour faire une émission. En Mais tout bien cas, sûr. ou tant qu'il y a du monde et qu'on peut faire l'émission, on fera l'émission. Donc à la semaine prochaine. Et en attendant, Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine.